l'historien se confond souvent avec sa vie personnelle que de mettre en lumière la diversité des champs labourés par notre professeur mazamétain, en relevant des constantes surtout. Pour cela, nous avons soumis le chercheur émérite, spécialiste d'une histoire orale, d'abord appréhendée sur le tas lors de son enquête sur les ouvriers de Mazamet et les grèves du début du siècle, le XXe, à l'exercice de l'enquêteur enquêté. C'est en partie le fruit de ces échanges qui ont servi de matériau à cette présente communication, complétée par des informations glanées au fil de ces nombreux textes et interventions. Et donc là, je m'adresse en particulier aux jeunes étudiants, aux jeunes générations, qui ne connaissent pas forcément ce parcours aussi bien que Rémi Pech. Donc né en 1942, Rémi Casals est issu d'une généalogie méridionale affirmée entre Tarn et Garonne. Il poursuit ses études primaires et secondaires à Mazamet, alors que son père, Anselme, né en 1915, travaille dans un bureau d'entreprise de cette ville. De ce côté familial, ses deux grands-parents sont ouvriers, Mégissier et Déléneuse, soit les deux grandes industries de la ville, le travail du cuir et de la laine. Le bac maths élémentaire en poche, après avoir été au lycée Rémi Casals, s'inscrit à l'université des lettres de Toulouse en 1959, non sans avoir pris goût à l'histoire, grâce notamment à l'influence de professeurs de Mazamet, dont les cours, et je le cite, étaient bien structurés, ce qui me convenait. Ces anciens élèves et étudiants apprécieront et retrouveront à travers ces paroles la rigueur du professeur Casals, faire simple, intelligible, efficace. De l'université, il se souvient de quelques enseignants, je cite ses souvenirs. Monsieur L'aumônier, Alfred L'aumônier, archéologue passé par l'école française d'Athènes, décédé en 1988, promotion ENS 1914, qui m'a fait découvrir en parole et en images la Grèce classique en 1960, si bien que je suis parti pour la Grèce en autostop lors des vacances d'été en 1961. Il évoque aussi le géographe Georges Thiers, disparu donc en 1998, ancien instituteur et militant communiste. Le goût de l'histoire se transforme en goût de la transmission. Faire de l'histoire, c'est l'exposer, la faire connaître. Rémi Casals passe les concours de l'éducation nationale, le CAPES, puis l'agrégation en 1968. Ça ne s'invente pas. Il faudrait qu'il vous en parle d'ailleurs. Professeur dans le secondaire, il commence à enseigner au lycée Jean Jaurès de Castres, décidément qu'on ne quitte pas, en Algérie en coopération, à Tlemcen, à Grenoble, à Carcassonne, enfin jusqu'en 1993. Cette volonté de transmission et ce goût pour l'histoire et sa transmission, il l'évoque aussi en disant, réaffirmant qu'il a tout de suite adhéré à l'association des professeurs d'histoire et de géographie, dont il est encore membre aujourd'hui. Donc quand on parle de constance, le jeune étudiant fait du sport, le football en particulier, qu'il pratique à assez haut niveau, bien qu'en amateur, souligne-t-il. Et donc il a quelques anecdotes sans doute à évoquer là-dessus. Rémi Casals construit aussi un rapport important à l'archive dans le cadre de sa thèse, puis de la poursuite de travaux de recherche historique. La thèse, il la prépare alors que l'histoire économique et sociale de la Brousse est à la mode historiographique. Il rencontre l'ouvrage de Roland Trempé sur les ouvriers de Carmaux, les mineurs de Carmaux, donc publié en 1971 aux éditions ouvrières. Son professeur, Jacques Godchaux, lui conseille l'historienne, dont elle fut l'élève, comme directrice de thèse toulousaine, compagne du communisme et de l'engagement syndicaliste et féministe, historienne des luttes ouvrières, résistantes et des femmes. Elle est nommée professeure en 1969, en poste à la faculté des lettres, donc le Mirail, et elle restera jusqu'en 1985. Elle est aussi une traqueuse de témoignages sur la résistance en particulier, impliquée dans le mouvement social, la revue et les études jaurétiennes, pas loin d'Antoine Pro. Rémi Casals s'oriente naturellement vers une histoire des ouvriers de Mazamet, autre bassin industriel du Tarn, le premier en nombre d'ouvriers au début du XXe siècle. D'ailleurs, Rémi Casals parle volontiers de mon bassin industriel, avec cette particularité, ces ouvriers, et je le cite, d'indécrottables conservateurs, comme il le répète à longueur d'articles. Sa monographie, une monographie du bassin reste à écrire. Sur l'usage de l'enquête orale, qui va être donc une grande partie de l'orientation du travail de Rémi sur cette thèse, il en a témoigné dans un article, je le cite. « Ce qui m'intéressait, c'était de recueillir des informations, dans l'urgence. J'ai même pu trouver d'anciens ouvriers qui avaient commencé à travailler avant la fin du XXe siècle. » Donc on est au
tournant des années 1970. Pour moi, c'était l'urgence. Je me disais, si je ne le fais pas immédiatement, dans 10 ans, je ne pourrai plus le faire. Il ajoute l'importance de cette collecte de la parole, commencée donc en 1971 par la période de l'avant-guerre dont les témoins étaient encore vivants. Je le cite. Mon enquête se déroulait dans la ville où se trouvait mon père qui connaissait beaucoup de monde et était un peu mon correspondant sur place. J'étais professeur à Grenoble, je venais à Mazamet pour les vacances et il avait en quelque sorte déblayé le terrain, fait un gros travail d'approche. Avant même que j'aille interroger les gens, il avait eu un contact avec mon père et une fois que j'arrivais, je n'étais pas perçu comme un prof, mais plutôt comme un étudiant qui avait besoin de mes interlocuteurs pour, comme il disait, ses interlocuteurs, ses ouvriers, faire quelque chose qui soit utile aux études. Donc, ils avaient conscience de m'apporter quelque chose. Donc, cette histoire orale, à cette époque, est en plein développement dans le sillage anglo-saxon, et les travaux notamment de Philippe Joutard que tu as rappelés. C'est donc au magnétophone que Rémi Casals recueille la parole des, je le cite, des oubliés de l'histoire, entreprise fondée sur le goût du sauvetage de la mémoire. On retrouve ici l'appétence aussi pour le patrimoine. Et il ne se contente pas, Rémi Casals, de l'imprimer officiel, mais, et je le cite, « J'aime découvrir des trésors pour l'histoire dans les archives privées. Ce sera donc un credo pour une vie d'historien. » Sa thèse est soutenue en 1974, dans son jury, Roland Trempé bien sûr, mais Jacques Gauchot aussi, et publiée donc en 1978 aux éditions de François Maspero. On y reviendra. Comme le souligne Rémi Casals dans l'introduction de la deuxième édition de 1995, il s'agissait de faire connaître l'histoire ouvrière mazamétaine à un plus large public en adoptant le texte issu de sa thèse de troisième cycle. Là aussi, on trouve cette constante, déjà rappelée, du souci de vulgarisation en direction d'un grand public. La recherche sur les luttes ouvrières, le contact avec le peuple, le populaire, les voix moins connues s'inscrivent dans les grandes orientations, les sciences humaines dans les années 70. Élargissement des sources directes, individualisation des parcours, retrouver le monde d'avant la modernité galopante. On connaît donc le succès du cheval d'Orgueil, le témoignage ethnographique de Pierre-Jacques Elias, ou de Montaigu, ce village occitan dont tout le monde pensait qu'on allait retrouver qui est un succès éditorial, et donc sans doute que beaucoup ont été un peu étonnés du contenu. Son activité aux archives départementales donc de l'Aude, comme chargé du service éducatif, le place en position privilégiée de recherche et de passeur de documents. Alors j'y suis moi-même dans les années 2000 aux archives départementales du Lot-et-Garonne, et effectivement c'est une position pour un professeur d'histoire-géographie qui est extrêmement riche. Cette activité place l'enseignant du côté de la collecte et de la conservation des archives et de leur mise à disposition du public scolaire et des professeurs. Ce sont bien les mémoires populaires que Rémi Casals va traquer, avec par exemple en 1978 la publication de documents rédigés par les écoliers de Tournissan sous la férule d'un instituteur freiné et qui ont été produits entre 1939 et 1945. Je cite Rémi Casals. Le personnel du CDDP, alors c'est Réseau Canopé aujourd'hui, et à qui j'ai proposé le travail n'a pas donné suite. J'ai été très bien reçu par la FAOL, la Fédération audoise des œuvres laïques, qui est rattachée donc à l'édicte de l'enseignement, donc enseignement populaire. Son but, apporter des documents populaires pour une histoire plus complète. Là, je cite encore une fois Rémi Casals. C'est dans ce contexte qu'intervient la publication chez Maspero de Louis Barthas et de ses cahiers qui sont devenus au fil du temps, et là je reprends une expression de Rémi Casals, un long-seller, et non pas donc un best-seller, quoique sur des timbres aussi, et international. Professeur à Carcassonne, il a connaissance de l'existence des cahiers par l'usage d'une collègue, Madame Jolu, avec ses élèves. Ébloui, il contacte le petit-fils, Georges Barthas, qui écrit « Il a fait éditer une partie par la Fédération audoise des œuvres laïques à l'intention des enseignants audois. Il a pensé qu'une édition des 19 cahiers était possible, et c'est ainsi qu'il m'a adressé à François Maspero. » Donc Maspero qui avait publié dans la collection Centre d'histoire du syndicalisme la thèse de Rémi. Donc Rémi Casals écrit sur l'histoire de la publication « J'avais eu l'audace de contacter une personnalité de premier plan dans le domaine de l'édition. » Louis Barthas donc prend place en 1978 dans la collection Actes et Mémoires du Peuple, là j'ai l'édition de poche, à côté des mémoires, des écrits de Louise Michel, par exemple. Alors, Rémi Casals a raconté les discussions avec Maspero sur la publication, notamment l'intégralité
des cahiers et en quoi c'était important de ne pas sacrifier une partie du texte. Je n'y reviens pas. Tu as parlé, donc à partir des années, début des années 80, de la multiplication des publications par Rémi Casals de documents, par exemple dans la mémoire de 14-18 en Languedoc, ça a été évoqué, les souvenirs de guerre, par exemple de l'artilleur de 75 André Haribo en 1984. Tu as évoqué aussi en 1985 la publication des textes de ce jeune homme qui voulait être écrivain, de André Vidal, mazamétain, disparu en 1940. Albert Vidal. Albert Vidal, qui s'est et donc Rémi Casals s'est intéressé à ces manuscrits alors qu'il travaille toujours sur cette période et son histoire régionale. Deux éléments ont interpellé dans la préface relue de ce livre donc, de Vidal, hormis donc, la photographie où on voit Rémi Casals jeune et que nous avons utilisé, c'est qu'il souligne la fiabilité, c'est son mot, des textes et une remarque qui résume l'approche historienne de Rémi Casals. Albert Vidal ne savait décrire ce qu'il avait vu. Et donc, cet intérêt important pour la vérité du témoignage et l'importance d'aller les découvrir. Élu au Mirail, après une habilitation soutenue en 1993, Rémi Casals souligne d'ailleurs qu'il a été le seul professeur de lycée habilité à diriger des recherches un temps, à cette époque-là. Le succès donc, de Louis Barthas amène la découverte d'autres témoignages, notamment familiaux, inventés par des étudiants ou indiqués par des familles à Rémy. Plusieurs articles sont publiés d'ailleurs à ce sujet, mettant en avant recherche, publication. Il publie beaucoup d'articles liés à cette période de découverte. Et nous aurons une communication là-dessus, en particulier, je ne vais pas y revenir. Multiplication donc, de la découverte de témoignages qui font l'objet de maîtrise, de DEA et puis ensuite de thèse, tout en ayant, Rémi Casals, une activité de production d'articles et de colloques. Je pense évidemment aux traces de 14-18, aux actes du colloque donc, de Carcassonne, mais on y reviendra sans doute peut-être, du colloque international tenu à Carcassonne donc, du 24 au 27 avril 1996, avec John Horn, donc, qui est irlandais. Et j'ai retrouvé un compte-rendu de Prochasson, Christophe Prochasson, sur ce colloque. Et il ne loue que John Horn. C'est-à-dire que le reste n'existe pas. On en reparlera quand on évoquera sans doute la querelle historiographique. Donc il est vain de mentionner la plus de trentaine de contributions qui ont enrichi le témoignage populaire à cette époque. Rémi Casals s'intéresse à l'édition originale des carnets. Voilà donc aussi le Mirail au début des années 90, j'ai pris en 1992. Et puis donc différents lui faire d'histoire, de géographie et d'archéologie. Et puis donc différentes publications, puisque c'est une grande partie de ces documents qui sont découverts, sont étudiés, de mémoire deviennent histoire aussi, avec l'appareillage critique qui convient, et beaucoup sont publiés. Donc je pense ici à Sylvie de Cobert, par exemple, ou au fond Xavier Scheiner. Mais c'est aussi la photographie qui va beaucoup intéresser Rémi Casals, avec notamment le fonds Raoul Berthelet, qui donnera lieu à une belle édition aux éditions Privat, parce que Toulouse a aussi de belles maisons d'édition, le Sud-Ouest en règle générale. Le fonds, par exemple, Désirésique, que nous avons publié avec le sous-préfet de Castres à l'époque, qui s'appelait Colin Miège, qui a donné lieu aussi à une très belle exposition aux archives départementales du Tarn. Rémi Casals donc, met le pied à l'étrier aussi à ses étudiants avec ses premières publications, et nous sommes nombreux à avoir publié aux éditions Privat des témoignages de combattants, de chirurgiens, ou de lieutenants du génie, comme dirait Sick. Trois axes concentrent en fait l'activité de Rémi à cette époque-là, hormis donc la mise en place d'une licence, par exemple, de la Première Guerre mondiale, en particulier, et puis donc ce travail de suivi des étudiants. Ces études, ces témoignages qui sont à chaque fois publiés contribuent à un rééquilibrage social dans le domaine du témoignage. Là, je le cite.
à la suite des travaux de Jean Norton Clue, qui analyse dans son corpus, et sa grande publication Témoins en 1929, qui utilise 75% de témoins issus des classes dirigeantes et des intellectuels. Pour Rémi Casals, c'était important d'aller du côté donc, de l'histoire populaire. Des thématiques singulières aussi à travers ce témoignage populaire. C'est-à-dire que c'est par ce témoignage populaire qu'on arrive aussi à rentrer dans les pratiques et les expériences de la Première Guerre mondiale, qui ne sont pas seulement ceux des intellectuels, qui ont sans doute rencontré le peuple, mais qui n'ont pas écrit les mêmes choses, les mêmes expériences, et donc qui nous donnent à comprendre mieux la guerre dans sa globalité. Et enfin, l'aspect donc de comparaison des textes, et notamment, et tu en as parlé, avec des témoignages allemands. Je pense aux travaux publiés auprès du Mirail, comme Ennemi fraternel, avec Eckhard Bernstein, mais aussi le travail de comparaison entre les carriers de Louis Barthas et ceux de Dominique Richert, l'Alsacien. Cette œuvre de grande collecte avant l'heure, il va évidemment va prendre beaucoup d'importance au moment de la controverse historienne, donc je ne vais pas insister là-dessus, qui voit la naissance du CRIT 14-18 autour de ce colloque fondateur qui s'appelle donc Pratique et expérience. Là aussi, à cette époque-là, nous sommes quelques thésards autour du capitaine Casals, alors que l'enseignement de la Grande Guerre s'installe au Mirail. Et donc, Toulouse est une branche active du CRIT 14-18. Je participe à ces travaux, François Bouloc aussi, Cédric Marty, Fabrice Papola, qui ne sont pas là aujourd'hui parce qu'ils ont d'autres activités, mais qui sont avec nous aussi. J'assiste à la soutenance de thèse de François Bouloc en 2006 au Château. C'est la première fois que je suis donc cette soutenance de thèse, moi-même inscrit en thèse autour de la camaraderie au front, donc qui m'a été proposée par Rémi. Donc 2006, ça fait 20 ans. Déjà, ce colloque fondateur donc, est suivi de ce livre aussi, Le Chemin des Dames, hein, puisqu'on en parle aujourd'hui, qui est dirigé par Nicolas Feuchat, qui sera là donc, cet après-midi. Et ce livre, Rémi Casals, on le dit, hein, tous les livres de 14-18, individuels ou collectifs, défendent mes positions. Si je souligne le ridicule de certaines affirmations, c'est qu'elles le méritent. Donc là, je pense que François reviendra sur les travaux de, par exemple, Annette Becker ou Stéphane Audouin-Rousseau, qui ont mérité aussi ces critiques. Et en ce qui concerne le chemin des dames, puisqu'on découvre tous une camaraderie, une communauté, hein, Maurice Carrez est là aussi, on était plusieurs sur le chemin des dames assez régulièrement, et Rémi de dire les archives, les témoignages, le terrain, j'étais dans mon élément. Et ça rejoint les observations de Rémi Pêche. J'ai évoqué donc les travaux suivis par Rémi Casals. Hein, de nombreux livres vont sortir à cette époque-là, à 14-18, le cri d'une génération, qui est vraiment le cri d'une génération d'historiens autour du cri de 14-18. Mais il y a aussi, donc on en a parlé, Raoul Berthelet. Il y a donc Rémi Casals et André Loès qui nous fait le métier d'être là, qui travaillent ensemble pour un 14-18 vivre et mourir dans les tranchées. Et c'est une controverse un petit peu moins agitée qui voit l'arrivée des commémorations du centenaire de la Première Guerre mondiale. Et là aussi, il faut souligner le rôle joué par Rémi Casals, parce qu'il va être à la fois de toutes les conférences, de toutes les expositions, de toutes les publications, que ce soit en France ou à l'étranger. Il me semble me rappeler d'un voyage en Écosse autour des travaux de Louis Barthas, mais il est surtout membre du conseil scientifique de la mission du centenaire, présidé par Antoine Proulx, et il participe à rééquilibrer une historiographie de la Première Guerre mondiale qui était largement, et on l'a beaucoup étudié dans les manuels scolaires, qui était largement dominée par l'école du consentement, comme on disait à l'école à l'époque, de l'historial de la Grande Guerre de Péronne. Et donc ces thésards ont été aussi, et tu l'as rappelé, à différentes places, ont contribué à faire de ce centenaire un centenaire d'en bas, un centenaire populaire, un centenaire où justement cette parole des témoins de la Grande Guerre du peuple ne soit pas mis de côté. Et donc Rémi Casals, je l'ai dit, est partout, hein,
omniprésent. Il va être à l'amende quasiment tous les ans au rendez-vous de l'histoire de Blois hein, pour faire vivre les publications. Alors, j'ai beaucoup d'anecdotes là-dessus pour l'avoir suivi dans les colloques, l'avoir invité, etc. Et je revois encore Rémi Casals dans les années 2000 avec un sac bourré de livres parce qu'il fallait qu'en plus des conférences, il fallait diffuser en fait ces livres-là et donc de repartir d'Agen avec un sac qui était encore bien plein et roumégué comme on dit. Parce que, voilà. Le mot exact. Oui, merci parce que je suis né à Nancy, moi donc du coup j'ai pas le même vocabulaire et donc roumégué parce que il n'y avait pas eu de vente suffisante après la conférence. Donc c'est dire cette importance de la transmission. Pour Rémi Casals, l'importance des livres aussi, de ces publications qui doivent rester absolument. Rémi Casals, donc, on en a parlé, je ne reviens pas là-dessus, mais c'est pas du tout. C'est Jaurès donc, au cœur, hein, c'est aussi un autre chantier pour lui. Et après le centenaire de la Première Guerre mondiale, dont il a été un grand acteur, il reste aussi très attaché au bassin industriel mazamétain avec de nombreux ouvrages qui sont publiés. Donc c'est un infatigable auteur et qui revient avec 5 siècles de travail de la laine à Mazamet ou avec Mazamet l'industriel, un demi-siècle d'exploration urbaine, revient aussi sur le terrain, en tout cas montre qu'il est aussi un historien de terrain, puisqu'il va utiliser dans ce dernier ouvrage des centaines de photographies qui ont été prises entre les années 70 et 2020 sur le bassin mazamétain, au moment où les grandes entreprises du délainage du cuir sont encore actives, jusqu'à ces friches industrielles que l'on connaît, hein, pour ceux qui habitent Mazamet ou qui y ont vécu, ces friches industrielles qui sont détruites les unes après les autres et qui sont remplacées par exemple, une grande passerelle hein, et des via ferrata. Donc on voit comment on est passé d'un bassin industriel à aujourd'hui une mise sur la montagne noire et sur le tourisme. Alors, en conclusion, j'ai souhaité insister dans cette communication sur la constance en fait, d'un parcours mu par le goût de l'archive, écrite ou orale, la fidélité au monde contemporain des dominés, la fidélité aussi au combat contre une écriture totalitaire de l'histoire, on en reparlera tout à l'heure en particulier. Rémi Casals n'a jamais failli donc, à son intérêt pour les hommes, comme pour le terrain qu'il façonne, qu'il a contribué aussi à façonner, puisqu'il a été un grand producteur d'archives finalement. Son parcours dit en outre sa filiation avec la génération d'avant, celle de Roland de Trempé, dont le père est mort durant la Grande Guerre, une histoire sociale, locale, économique, internationale, politique, fondée sur le concret des sources, que Rémi Casals contribue à collecter et à construire donc comme archive. Donc membre du CRI 14-18 et infatigable dénonciateur, Rémi Casals a su aussi léguer à quelques héritiers, historiens, ses recommandations, ses constances. C'est, il me semble, une figure majeure, il nous a semblé à François Arroy, une figure majeure de l'université, puisqu'il y a été étudiant, il y a été ensuite enseignant, et il y revient très régulièrement. Et celle qui nous accueille, donc en particulier, qui fut la sienne sur près de 60 ans, à la périphérie des coteries jacobines, certes, tout en sachant, Rémi Casals, il savait donc descendre dans l'arène. Il s'agit pour nous de remettre en perspective, et il s'agissait pour nous de remettre en perspective ce parcours d'un historien que le mirail, Jean Jaurès, se devait de célébrer. Merci beaucoup.